La pluie s'était enfin arrêtée, mais le ciel au-dessus du petit village de Verzy, dans la Marne, restait bas et menaçant, pesant de tout son poids gris sur les rangées de parapluies noirs pressés autour de la sépulture d'Étienne Beaumont. Le bruit sourd de la terre frappant le chêne du cercueil résonnait comme les battements lents d'un cœur fatigué. Je me tenais là, anesthésié par la douleur, mes mains gantées de cuir serrant le manche d'un parapluie que je ne sentais plus vraiment. Après 50 ans de mariage, il n'y avait plus de mots entre nous, seulement ce silence étouffant et le poids de tout ce que nous n'avions jamais osé nous dire. Les proches défilaient un à un pour m'offrir des condoléances répétées mécaniquement, leurs voix se fondant en un bourdonnement monotone et lointain. Ma fille, Camille, restait à mes côtés, sa main posée fermement sur mon épaule comme si elle craignait de me voir m'effondrer sous le poids du deuil. Lorsque la dernière prière du prêtre s'acheva, je me tournai pour partir, et c'est à ce moment précis que tout bascula. Une légère vibration provint de mon sac à main. Je me figeai net. C'était le téléphone d'Étienne. Je l'avais glissé là plus tôt dans la matinée, avec l'intention de le remettre à son notaire après l'inhumation. Ce vrombissement semblait étrangement déplacé au milieu des sanglots étouffés va des murmures de la foule. J'hésitai un instant avant de le sortir. Le message qui s'affichait sur l'écran me coupa net la respiration. Ne regarde pas le cercueil. Regarde derrière toi. Les mots dansèrent devant mes yeux une seconde avant de devenir d'une clarté terrifiante. Mon pouls se mit à cogner contre mes tempes. Lentement, je fis volte-face. À l'autre bout du cimetière, à l'orée des bois, un homme se tenait debout sous un parapluie noir. Son visage était plus émacié, marqué par les années, mais je l'aurais reconnu entre mille. C'était mon fils, Damien. Il me fixait intensément, porta un doigt à ses lèvres pour m'enjoindre au silence, puis secoua doucement la tête. Il fit demi-tour et disparut derrière une rangée de stèles anciennes, englouties par la brume. La voix de Camille brisa le silence. « Maman, ça va ? Tu es toute pâle. » Je fus incapable de répondre. Le téléphone d'Étienne glissa de mes doigts et atterrit sans bruit sur l'herbe détrempée. Pendant 5 ans, le monde entier avait cru que mon fils était mort, disparu en cavale, coupable, condamné par l'opinion publique. Mais alors que je fixais le vide où il se tenait l'instant d'avant, une pensée ne me quittait plus, Étienne savait, il devait savoir depuis le début. Après les obsèques, la maison familiale ressemblait à un musée de souvenirs interdits. La veste de chasse d'Étienne était toujours suspendue près de l'entrée, ses charentaises posées près de la cheminée, et ses livres d'histoire soigneusement empilés à côté de son vieux fauteuil en cuir. J'errais dans les pièces comme une étrangère dans ma propre vie, m'attendant presque à entendre sa toux sèche, ses pas lourds ou le son de sa voix. Quand la nuit tomba sur le vignoble, le sommeil refusa de venir. Je m'assis à son bureau, fixant l'écran de son téléphone, essayant de donner un sens à ce message. Mon cœur s'emballait encore au souvenir du visage de Damien. Était-ce vraiment lui ? Ou le chagrin avait-il fini par briser quelque chose en moi ? J'ouvris l'agenda d'Étienne, cherchant désespérément un indice. C'est là que je remarquai une note répétée chaque mois au cours des 5 dernières années, entretien de la grange. Notre vieille grange à l'arrière de la propriété était à l'abandon depuis le début des années 90. Le toit s'affaissait, les portes étaient voilées par l'humidité, et Étienne n'avait plus la force physique de marcher jusque-là depuis bien longtemps. Qu'aurait-il pu entretenir là-bas ? À minuit, l'incertitude devint insupportable. Le vent cinglant traversait la cour alors que je me dirigeais vers le bâtiment, ma lampe torche tremblant dans ma main. La lueur de la lune frappa un objet métallique, un cadenas neuf, brillant sur le vieux bois vermoulu. Mon souffle se bloqua. Étienne n'entretenait rien du tout. Il cachait quelque chose. Je courus au garage chercher sa caisse à outils et revins en hâte, le bruit du verrou qui cédait résonna dans le silence de la nuit. À l'intérieur, l'air était saturé de poussière et d'une odeur d'huile de moteur. Le faisceau de ma lampe balaya le sol avant de s'arrêter sur une simple boîte en carton recouverte d'une bâche. Sur le dessus, de l'écriture appliquée d'Étienne, figuraient ces mots, preuve, l'affaire Damien. Mes mains tremblaient violemment en l'ouvrant. Des dossiers, des photographies, des courriels imprimés, tout était organisé, étiqueté, délibéré. Et sur la première page de son carnet de notes, écrite avec une encre qui avait légèrement bavé sur les bords, se trouvaient des mots qui me firent flageoler les jambes. Si tu lis ceci, Sylvia, c'est que le temps m'a manqué. Notre fils n'a jamais rien volé. Ma lampe vacilla, et dans ce mince rayon de lumière, je compris qu'Étienne n'avait jamais cessé de se battre. Même dans la mort,
il protégeait encore la vérité. Soudain, le bruit de pneus écrasant le gravier me fit sursauter. J'éteignis immédiatement ma lampe et retins ma respiration. À travers les interstices des murs de bois, des phares balayèrent la cour, découpant la brume. Une portière claqua. Des pas. Puis une voix que je n'avais pas entendue depuis 5 longues années, « Maman, c'est moi ». Pendant une seconde, le monde s'arrêta de tourner. La lampe glissa de mes doigts et roula sur le sol. Quand je me retournai, Damien se tenait sur le seuil, trempé par la pluie, le visage creusé par la fatigue mais le regard vif et déterminé. Je voulais me précipiter vers lui, mais mes jambes étaient comme clouées au sol. « Tu ne devrais pas être ici, » murmurai-je. « Je n'avais pas le choix, » répondit-il. « Il surveille la maison principale. » J'ai attendu que les lumières s'éteignent. Je fis un pas vers lui. « Pourquoi maintenant, Damien? Après tout ce temps ?» Il jeta un regard circulaire sur la grange, ses yeux s'arrêtant sur la boîte ouverte. « Parce que papa est mort, et s'il n'est plus là, c'est toi qu'ils viseront ensuite. » Il me raconta alors toute l'histoire. Comment il avait découvert que la société Valois Infrastructure blanchissait de l'argent via des comptes fictifs en utilisant sa signature à son insu. Lorsqu'il avait confronté le PDG, un homme influent nommé David Brenet, ce dernier avait menacé sa femme et sa fille. « Papa m'a cru, dit-il. Il avait commencé à rassembler des preuves, mais il l'avait découvert. Étienne était le seul lien qui pouvait encore les démasquer. Je sentis le poids de ses paroles s'installer comme une pierre dans ma poitrine. « Tu penses qu'ils l'ont tué? » « J'en suis certain, » répondit Damien. Maître Catherine Lemaire, l'avocate de papa, m'a dit que son traitement médical avait été modifié 2 semaines avant sa mort. Le dosage avait été doublé. Ce n'était pas un accident. Dehors, la pluie redoubla d'intensité, un grondement de tonnerre lointain roulant sur les collines de Champagne. Je fixai mon fils, voyant la peur qui avait remplacé l'arrogance dont on l'accusait autrefois. Il ne fuyait plus. Il survivait. « Papa savait que tu trouverais ça, » dit-il en désignant la boîte. « Il voulait que la vérité vienne de toi. » Des larmes me brûlèrent les yeux. Je tendis la main, mes doigts tremblants effleurant son bras. « Alors, nous allons finir ce qu'il a commencé. » Il hocha la tête. « Mais nous devons faire vite. Ils savent qu'il gardait des dossiers ici. S'ils pensent que tu les as. » Il ne finit pas sa phrase. Ce n'était pas nécessaire. À l'extérieur, un moteur redémarra. Quelqu'un d'autre nous observait. Le lendemain matin, la maison semblait inchangée, mais elle ne m'appartenait déjà plus. Chaque bruit me faisait tressaillir, le ronronnement du réfrigérateur, le tic-tac de la pendule de la cuisine, le passage d'une voiture au loin. Damien s'était éclipsé avant l'aube, promettant de me contacter dès qu'il serait en sécurité. Il avait laissé un mot sur la table de la cuisine qui disait simplement « Ne fais confiance à personne ». À 10 heures précises, on frappa à la porte d'entrée. Par la fenêtre, je vis un homme en costume sombre brandissant une carte professionnelle. Il avait l'air calme, professionnel, officiel. Quand j'ouvris, il afficha un sourire poli et pratiqué. « Madame Beaumont ? Je suis l'agent spécial Marc Lefebvre, de la section de recherche. Nous suivons une affaire en cours concernant votre fils. » La plaque semblait authentique, mais quelque chose chez lui sonnait faux. Ses yeux ne restaient jamais en place, il scannait la pièce derrière moi comme s'il cherchait un objet précis. Je me forçai à parler d'une voix égale. « Je n'ai pas vu Damien depuis des années. » Il hocha la tête, sortant un petit carnet. « S'il vous contacte, vous devez nous prévenir immédiatement. Il est considéré comme dangereux. » « Dangereux ?» répétai-je, feignant la surprise. « Oui, madame. Pour votre sécurité, évitez de vous déplacer seul. » Il me tendit une carte. « Appelez-moi à tout moment. » Il partit aussi poliment qu'il était arrivé, mais je vis sa berline noire rester stationnée au coin de la rue pendant plusieurs minutes avant de s'éloigner. Mes mains tremblaient encore lorsqu'un autre coup, plus discret et urgent, retentit à la porte. Une femme se tenait sur le perron, son trench-coat ruisselant, ses yeux dardant des regards nerveux autour d'elle. « Madame Beaumont, je suis Catherine Lemaire. J'étais l'avocate de votre mari. » Sa voix se fit plus basse. « L'homme qui vient de partir n'est pas de la gendarmerie. Il travaille pour le groupe Valois. Ils savent qu'Étienne enquêtait sur eux. Ils pensent que vous avez ces dossiers.
Avant que je ne puisse répondre, le bruit du verre brisé retentit dans la cuisine. Des balles traversèrent la fenêtre, faisant voler en éclats les placards en chaîne. Catherine m'attrapa fermement le bras. « Courez !» Nous nous précipitâmes vers la porte de service, le bruit des tirs nous poursuivant sous la pluie battante. Elle ne regarda pas en arrière, et moi non plus. C'est à cet instant précis que je compris que la guerre d'Étienne était devenue la mienne. Je ne sais plus combien de temps nous avons couru. Le monde n'était plus qu'un mélange flou de pluie, de phare et de terreur pure. Catherine me guida à travers les vignes, descendit un talus et nous fit entrer dans un étroit tunnel près d'un ruisseau. L'air y sentait la terre et la rouille. Nous restâmes accroupis en silence jusqu'à ce que le bruit des moteurs s'estompe. Quand nous en sortîmes enfin, nous étions à des kilomètres de la maison. Catherine me tendit un petit téléphone prépayé et une note pliée. « S'il me trouve, dit-elle, le souffle court, appelez ce numéro. Il appartient à quelqu'un qui peut terminer ce qu'Étienne a commencé. » Avant que je ne puisse demander de qui il s'agissait, un coup de feu claqua dans les bois. Catherine poussa un cri étouffé, ses genoux se dérobant sous elle. Je la rattrapai avant qu'elle ne touche le sol. Une tache de sang s'élargit rapidement sur son épaule. Elle pressa le téléphone dans ma main, murmurant dans un dernier souffle, « Fuyez. » Juliette Morel, la journaliste. Puis, son corps devint inerte. Je courus à perdre haleine. À l'aube, la nouvelle tomba sur toutes les chaînes d'information régionales, une veuve recherchée pour le meurtre d'une avocate locale. Ma photo était partout. Il racontait que j'avais sombré dans la folie après le décès de mon mari, que j'avais tué son avocate et pris la fuite. Ma fille Camille apparut à la télévision, les yeux rougis, me suppliant de me rendre. Cette trahison me fit plus de mal que la peur elle-même. Je me cachai dans le sous-sol de l'église Saint-Rémy, un petit édifice en briques rouges à la sortie de la ville. Le père Elias, un homme d'une 70aine d'années au regard bienveillant, ne me posa aucune question. « Vous avez l'air de quelqu'un qui porte une vérité difficile, » dit-il. La vérité a toujours sa place ici. Pendant 2 nuits, je restai caché sous les voûtes de l'église, pendant que le monde extérieur inventait des histoires sur moi qui n'avaient rien de vrai. La 3e nuit, j'utilisai le téléphone que Catherine m'avait donné. La voix qui répondit était calme, claire et précise. « Ici Juliette Morel. » J'hésitais. « Catherine Lemaire m'a donné votre nom avant de mourir. » Un silence se fit. Puis, « Madame Beaumont, je sais qui vous êtes. Je sais pour le groupe Valois. Si vous avez ce que je pense, nous devons nous voir dans un lieu public. » « Où ça ?» demandai-je. « Au jardin du Luxembourg, à Paris, près de la fontaine Médicis. Demain matin. » Le lendemain, le jardin était enveloppé d'un brouillard épais qui rendait tout plus flou et plus dangereux. J'arrivai tôt, portant un foulard et des lunettes de soleil, serrant contre moi le sac contenant l'ordinateur portable d'Étienne. Juliette Morel apparut à l'heure exacte. La trentaine, les traits fins, confiante mais prudente. Elle marchait d'un pas assuré, scrutant les alentours avant de s'asseoir à mes côtés sur un banc. « Vous l'avez » demanda-t-elle à voix basse. Je hochai la tête et lui tendis l'ordinateur. Tout ce qu'Étienne a trouvé est là, les transferts, les courriels, les photos. Il voulait réhabiliter Damien. Juliette ouvrit l'appareil et fit défiler les fichiers. Ses yeux s'agrandirent. Mon Dieu, ce n'est pas seulement une entreprise. Ces dossiers lient le PDG David Brenet à la moitié des élus du département. Elle leva les yeux vers moi. Si tout cela est authentique, vous détenez la plus grosse affaire de corruption de la décennie en France. Avant que je ne puisse répondre, un homme en blouson sombre passa 2 fois devant nous. Son allure était trop lente, son regard trop appuyé. La voix de Juliette se fit pressante. On nous surveille. Séparons-nous. Elle prit l'ordinateur, promettant de me retrouver plus tard. Je me glissai dans les toilettes du parc, verrouillant la porte. Mon cœur cognait si fort que j'entendais à peine les bruits extérieurs. Une voix appela mon nom, 1 fois, puis 2, plus près. Je montai sur le siège des toilettes, essayant de ne plus respirer. Des minutes passèrent. Le silence revint. Quand j'ouvris enfin la porte, le parc semblait vide. Juliette était partie. Sur le banc où elle était assise, je trouvai une petite clé USB enveloppée dans un mouchoir. Je la glissai dans ma poche et m'éloignai sans me retourner. Cette nuit-là,
je retournai à l'église. Le père Elias m'attendait près du portail. « Avez-vous trouvé ce que vous cherchiez ?»« J'en ai trouvé assez, répondis-je. Mais ce n'est pas fini. » Il m'étudia un instant puis hocha la tête. « Alors, faites en sorte qu'il ne puisse plus vous réduire au silence. » Ces paroles m'accompagnèrent toute la nuit. À l'aube, ma décision était prise. S'il voulait que je reste caché, j'allais me montrer. S'il voulait que ma voix disparaisse, j'allais parler plus fort. J'allais raconter au monde tout ce pourquoi Étienne était mort. Le lendemain à midi, le sous-sol de l'église s'était transformé en salle de presse improvisée. Le père Elias avait contacté tous les journalistes locaux et nationaux qu'il connaissait, et la nouvelle s'était propagée comme une traînée de poudre. Caméras, micros et visages curieux remplissaient la petite salle paroissiale. L'air vibrait de tension. Je me tins derrière un pupitre en bois qui servait autrefois au choral. La clé USB que Juliette m'avait laissée était serrée dans ma main. Je ne tremblais plus. « Je m'appelle Françoise Beaumont », commençai-je. Il y a 5 jours, j'ai enterré mon mari. Le lendemain, j'ai découvert que sa mort n'était pas un accident. Tous les regards se fixèrent sur moi. Les projecteurs étaient aveuglants, mais pour la première fois, je n'avais plus envie de me cacher. Je leur racontais tout. Comment Étienne avait mis au jour un réseau de pots de vin de blanchiment d'argent dirigé par David Brenet. Comment des fonctionnaires locaux et même un juge avaient été payés pour protéger la société. Comment mon fils Damien avait été piégé pour enterrer la vérité. Chaque mot était une libération, des années de silence qui se brisaient enfin. Ils m'ont traité de délirante, dis-je. Ils ont dit que mon mari était paranoïaque. Mais le chagrin ne vous rend pas fou, il vous permet de voir ce que les autres refusent de regarder. Alors que je parlais, un homme fit irruption dans la salle, Marc Lefebvre, le faux gendarme. Sa voix tonna, « Ça s'arrête là, Madame Beaumont. » Les reporters tournèrent immédiatement leurs caméras vers lui. Lefebvre s'avança, flanqué de ses hommes. « Vous êtes en état d'arrestation, » cria-t-il. Mais avant qu'il ne puisse m'atteindre, un autre ordre coupa le vacarme. « Jetez votre arme, Lefebvre. » De vrais agents du GIGN et de la police judiciaire envahirent le sous-sol, armes au poing. Une commandante s'avança, plaque en main. « Marc Lefebvre, vous êtes arrêté pour usurpation de fonction et entrave à la justice. » Les caméras filmèrent chaque seconde. La pièce explosa dans un chaos de flashs et de cris de stupeur. La commandante se tourna vers moi, la voix posée. « Madame Beaumont, vous êtes en sécurité maintenant. Nous suivions cette enquête depuis des mois, mais votre témoignage public nous a donné les éléments qui nous manquaient pour agir. Pour la première fois depuis des jours, je relâchais enfin mon souffle. La vérité d'Étienne avait enfin éclaté au grand jour. La semaine suivante, les titres des journaux racontaient l'histoire mieux que je ne l'aurais jamais pu, les dirigeants de Valois arrêtés dans un scandale de corruption majeure, des élus et un juge impliqués, les accusations contre Damien Beaumont abandonnées. Les photos montraient des hommes en costume emmener les menottes au poignet, les visages blêmes sous les lumières des gyrophares. Le même village qui murmurait autrefois dans mon dos prononçait désormais mon nom avec respect. Le casier de Damien fut blanchi. Les autorités confirmèrent que les preuves collectées par mon mari avaient exposé un réseau de plusieurs millions d'euros mêlant fraude et assassinat ciblés. Ceux qui avaient détruit nos vies payaient enfin le prix fort. Quelques jours plus tard, Damien revint à la maison. Il se tenait sur le seuil de la vieille demeure en pierre, la lumière du matin inondant le parquet ciré. Pendant un instant, aucun de nous ne parla. Puis, il afficha un sourire, un vrai sourire, fatigué mais sincère. « C'est fini, maman, dit-il. » Je pris sa main dans la mienne. « Non, murmurai-je. C'est un commencement. » Aujourd'hui, des mois plus tard, la maison respire à nouveau. Camille nous rend visite chaque week-end avec sa petite fille, Chloé, qui remplit les pièces de rire que je pensais ne plus jamais entendre. Damien a commencé à travailler pour une association qui enquête sur les crimes financiers. Parfois, il plaisante en disant « J'imagine que je tiens ça de papa. » Chaque matin, je vais dans le jardin, là où Étienne passait ses dimanches. Les rosiers qu'il avait plantés avaient failli mourir pendant que tout s'écroulait autour de nous. Mais ils ont recommencé à fleurir, défiants, magnifiques, vivants. Je m'agenouille près de sa stèle et je lui parle du procès, de la liberté de Damien, et de la façon dont Chloé lui ressemble quand elle sourit. « Tu avais raison, Étienne, chuchotai-je.
La vérité ne meurt jamais. Elle attend juste que quelqu'un ait assez de courage pour la porter. Quand je rentre à l'intérieur, la maison ne me semble plus hantée. Elle est restaurée, pas seulement par la justice, mais par la foi, la famille et l'amour. S'il y a une chose que j'ai apprise, c'est celle-ci, le courage ne rugit pas toujours. Parfois, c'est cette petite voix tranquille à la fin de la journée qui décide de rester debout quand le monde entier voudrait vous voir vous taire. On n'est jamais trop vieux pour se battre pour ce qui est juste.